Pragen se positionne aujourd'hui comme l'un des nouveaux leaders de l'hormonothérapie en Tunisie, avec actuellement 3 produits commercialisés et puis de nouveaux produits à commercialiser en 2020. Alors permettez-moi de vous présenter tout de suite notre orateur venu spécialement de Paris, et j'aimerais au nom de Tunisair m'excuser auprès de lui parce qu'encore une fois Tunisair a annulé son vol sans prévenir. C'est pour cela que le symposium a été décalé. Donc docteur Jamin, voilà, au nom de Tunisair, excusez-nous. Alors le docteur Christian Jamin, ancien chef de clinique des hôpitaux de Paris, spécialiste en endocrinologie, médecine interne et gynécologie, excusez du peu, membre de la Société française de gynécologie médicale, du Collège national de gynécologues obstétriciens français, de la Société française de scénologie et de pathologie mammaire, président fondateur de l'Association francophone pour l'après-cancer du sein et de la gynécole et de gynécole.com. Voilà, mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir le docteur Christian Jamin. On lui fait une ovation parce qu'il est depuis 7 heures du matin à l'aéroport. Alors, si vous avez des questions à poser, merci de les poser à la fin de la présentation. Docteur Jamin, bonsoir et bienvenue. Alors, une première question, si vous permettez, pourriez-vous nous rappeler comment fonctionnent les contraceptions hormonales ? Eh bien, en fait, ce que peu de gens savent, c'est que la contraception est quelque chose de naturel. Ça a été inventé par la nature. Ça a été inventé parce qu'après l'ovulation, il y a une sécrétion d'une hormone qui s'appelle la progestérone, qui veut dire pour la gestation, mais qui en réalité déclenche une contraception chez toute femme dans la deuxième partie de son cycle, en bloquant une nouvelle ovulation, en rendant la glaire imperméable et en transformant l'endomètre pour le rendre impossible à la nidation. Et donc, chaque mois, il y a une contraception qui apparaît, et les gens qui ont inventé la contraception, qui est M. Pincus, ont simplement cherché des molécules qui permettait de remplacer cette progestérone, parce que la progestérone a une demi-vie très courte, et donc si on veut faire une contraception avec la progestérone, il faut faire une perfusion. Donc ils ont inventé ce qu'on a appelé des progestatifs, qui permettaient de les utiliser péros, d'être suffisamment puissants et de mimer les effets de la progestérone, et surtout d'avoir une demi-vie suffisamment longue pour qu'on puisse le prendre une fois par jour. Donc cette explication est relativement, en tout cas, nouvelle, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons mimé la nature en inventant une contraception à base d'un dérivé de progestérone qui s'appelle un progestatif. Alors ces progestatifs, eh bien, ils bloquent, comme on vient de le dire, la oh là, qu'est-ce que je fais comme bêtise, pardon. Ils bloquent la prolifération endométriale, ils rendent l'endomètre impropre à la nidation, ils ralentissent la pulsatilité hypothalamo-hypophysaire, merci, qui empêche les ovulations multiples au cours d'un même cycle. Et tout ceci donc amène donc une contraception, et chez la femme empêche d'avoir plusieurs grossesses au cours du même cycle. Et lorsque la sécrétion de progestérone s'arrête, il y a ce qu'on appelle des règles, et vous allez voir qu'il ne faut pas confondre règles et hémorragie de privation, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, donc c'est ce que je viens de dire, l'invention de la contraception, c'est simplement l'invention d'un progestatif qui mime l'effet de la nature, qui mime l'effet de la progestérone, mais en la rendant utilisable péros, et une fois par jour. Très bien. Il existe différentes contraceptions qui sont différentes, donc certaines avec oestrogène et d'autres pas. Pour ce qui est des contraceptions hormonales, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les différents types de contraception hormonale ? Alors, il y a en gros 3 types de contraception hormonale. Il y a les contraceptions qu'on appelle les PPR, c'est-à-dire les pilules, les patchs et les anneaux, encore appelées les contraceptions à action courte, qu'on appelle les SARC. Et donc ça, c'est les pilules en général, les anneaux et les patchs. Et puis, vous avez les contraceptions progestatives pures qui vont faire partie du sujet d'aujourd'hui. Il y en a 2 sortes. Il y a les
microprogestatifs, c'est le sujet du jour, et les implants progestatifs. Et puis, lorsque l'on augmente la dose de progestatifs, eh bien, on bloque le fonctionnement ovarien. Et qui dit bloquer le fonctionnement ovarien, on est obligé de rajouter des œstrogènes, et donc ça s'appelle les œstroprogestatifs. Et puis, il y a une forme intra-utérine de contraception hormonale qui s'appelle ce qu'on appelle les SIU, les systèmes intra-utérins, dont le nom de marque le plus connu est Mirena. Alors, comment fonctionnent les contraceptions? Eh bien, en fait, on va reprendre toutes les propriétés contraceptives de la progestérone. Donc, en parlant des progestatifs. Vous donnez des faibles doses de progestatifs et vous agissez sur la glaire et l'endomètre. Ça s'appelle microval. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle microval ici. Oui, ça s'appelle microval. Donc, l'intérêt de cette contraception, c'est qu'il n'y a pas d'œstrogène, donc il n'y a pas de risque. L'inconvénient de cette contraception, c'est qu'elle ne bloque pas l'ovulation et que si vous la prenez avec 3 heures de retard, eh bien, la glaire redevient perméable et il peut y avoir une fécondation. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé les microprogestatifs de première génération. Et donc, son principal inconvénient est qu'il faut le prendre à la même heure, à 3 heures près, ce qui est très compliqué dans la vie de tous les jours. Si vous augmentez la puissance du progestatif, vous gardez les mêmes propriétés, mais après, vous bloquez l'ovulation, mais sans bloquer l'ovaire. C'est-à-dire, la femme a un verrou au niveau de la glaire, de l'endomètre, et cette fois, on a une inhibition de l'ovulation. Mais elle continue à sécréter ses propres œstrogènes, j'allais dire les meilleurs œstrogènes, les siens. Alors, donc ça, c'est la deuxième génération de microprogestatifs. C'est le produit dont je vais vous parler. Donc, c'est ce qu'on appelle la contraception microprogestatif au désogestrel 75. Et là, comme on a un blocage d'ovulation, si on oublie de prendre cette contraception, eh bien, il faut beaucoup plus de temps pour que l'ovulation se rétablisse. Et donc, cette contraception, elle, a un délai d'oubli d'au moins 12 heures, c'est-à-dire reconnu comme de 12 heures par les autorisations de mise sur le marché. Si vous augmentez encore la dose de progestatif, vous bloquez complètement le fonctionnement de l'ovaire, c'est-à-dire on retrouve nos 3 verrous, mais cette fois, l'ovaire est mis au repos. Donc la femme n'a plus d'œstrogène. Donc on est obligé de rajouter des œstrogènes. Ça s'appelle la contraception œstroprogestative. Et donc cette contraception œstroprogestative, elle a surtout l'intérêt d'avoir un cycle parfaitement régulier, d'avoir un très bon contrôle du cycle et d'être d'une manière générale bien supporté, sauf que les ennuis de la contraception viennent de cela, c'est-à-dire le fait de rajouter un œstrogène à rajouter l'effet secondaire des œstrogènes, c'est-à-dire l'éthynylœstradiol en l'occurrence, avec un risque thromboembolique veineux et artériel. Donc, je le répète, 3 étapes. Ne pas bloquer l'ovulation en ayant juste des propriétés progestatives sur l'utérus, avoir ces mêmes propriétés en bloquant l'ovulation, bloquer le fonctionnement ovarien, mais rajouter des œstrogènes avec une meilleure tolérance du cycle, mais des risques thromboemboliques. Et quels sont parce que là vous parlez des progestatifs seuls qui seraient dénués de ces risques, quels sont les progestatifs utilisés en contraception? Alors, là on va faire rapidement un petit cours sur les progestatifs. Donc, les progestatifs au départ étaient dérivés de la testostérone. Et donc la première génération donnait des progestatifs très androgéniques pour lesquels on était obligé d'utiliser des fortes doses d'œstrogènes pour contrebalancer l'effet androgénique. Ils ont été abandonnés. Et puis, on a inventé après les progestatifs de deuxième génération qui sont dérivés de la même molécule, mais qui sont moins androgéniques, ce qui a permis de diminuer les doses d'éthynylœstradiol jusqu'à 20 ou 30 microgrammes. Mais ces progestatifs gardent des composantes androgéniques, ce qui va être un avantage et un inconvénient, on y reviendra tout à l'heure. Les troisième générations de progestatifs, toujours dérivés de la 19-nortestostérone, sont les progestatifs de troisième génération.
qui cette fois sont totalement dénuées d'effets androgéniques, ce qui est bien pour la tolérance cutanée, mais ce qui nous a appris, et on l'a appris bien tardivement, qu'on perdait un effet d'opposition de l'effet de l'œstrogène au niveau du foie, et donc on augmentait très légèrement le risque thromboembolique par rapport aux deuxième génération, car ce risque thromboembolique est lié à la balance œstro-androgénique au niveau hépatique. Et puis, après, on a inventé les progestatifs dérivés, cette fois, de la progestérone. Donc, c'est ce qu'on appelle les quatrième générations, qui sont utilisés soit seuls, soit avec des œstrogènes. Et donc, il y a ceux qui sont proches de la progestérone, et puis il y a un petit dernier qui a un effet diurétique, puisqu'il est dérivé de la spironolactone, ça s'appelle la drospirénone. Pardon. Bien. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur l'efficacité comparative des différentes contraceptions qui sont à notre disposition? Alors, en fait, ce qui fait l'efficacité de la contraception, c'est bien sûr ce qu'on appelle l'efficacité intrinsèque, c'est-à-dire est-ce que les produits sont contraceptifs en eux-mêmes, mais ce n'est pas le point le plus important. Le point le plus important, c'est ce qu'on appelle l'adhésion à la méthode. En d'autres termes, ce qui fait l'efficacité des contraceptifs, c'est ce qu'on appelle l'observance, un comprimé par jour, est-ce que vous le prenez bien? Mais surtout, le point important, c'est la persistance, c'est-à-dire est-ce que vous continuez votre contraception? Et il existe 3 types de contraception, ce qu'on appelle les contraceptions naturelles. Donc vous les connaissez, hein, c'est les spermicides, l'abstinence périodique, les diaphragmes, les préservatifs. Alors ces contraceptions sont pas si mal quand elles sont utilisées de manière parfaite, avec des taux de grossesse qui sont aux alentours de 3% par an. Mais leur grande faiblesse, c'est que l'acte contraceptif est concomitant de l'acte sexuel. Et que quand on a un rapport sexuel, eh bien, on a la tête ailleurs. Et donc, l'observance de ces contraceptions naturelles est relativement mauvaise, ce qui fait qu'on trouve des taux de grossesse avec les préservatifs qui tournent autour de 20% par an. L'abstinence périodique donne des taux de grossesse de 40% par an. Donc, c'est des contraceptions en principe parfaites, mais qui demandent une telle obsession dans leur utilisation qu'elles sont réservées à des femmes rares qui sont complètement impliquées de manière sans faille dans leur contraception. Alors, si on en venait à la nouveauté qui nous réunit aujourd'hui, désogestrel? Alors, le désogestrel, qu'est-ce que c'est? C'est un progestatif seul qui est dans cette situation intermédiaire d'avoir un effet progestatif utérin, mais de bloquer l'ovulation sans bloquer le fonctionnement ovarien, donc sans nécessité d'apport d'œstrogène exogène. Donc, une des premières choses à savoir, c'est que ce type de contraception est parfaitement dénué de risques thromboemboliques et de risques artériels. Et donc, c'est la contraception par définition qu'on donnera aux femmes qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires. Alors, je le disais, l'ancienne génération qui, à mon sens, devrait être abandonnée, qui, à mon avis, n'a plus de place, c'est la contraception au lévonorgestrel parce qu'elle ne bloque pas l'ovulation et donc à la moindre erreur, il y a un risque de grossesse. Et donc, c'est cette contraception avec un progestatif beaucoup plus puissant et qui est anti-ovulatoire et qui permet donc d'avoir les avantages de la contraception micro-progestative avec l'efficacité des contraceptions classiques œstro-progestatives. Alors, donc, comme je viens de le dire, cette contraception agit au niveau de la glaire, agit au niveau de l'endomètre, mais aussi, agit au niveau de l'inhibition de l'ovulation, ce qui lui donne une beaucoup plus grande sécurité d'emploi. En ce qui concerne le désogestrel, donc cette nouvelle contraception commercialisée en Tunisie, je me suis laissé dire, et je l'ai lu là tout à l'heure sur votre slide, qu'elle présenterait des avantages certains, comme par exemple une efficacité contraceptive prolongée, puisque c'est le seul progestatif présentant un délai d'oubli de 12 heures. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les avantages majeurs de cette nouvelle contraception microprogestative? Alors, il faut revenir sur les contraceptions microprogestatives en général. Leur avantage majeur, c'est qu'elles sont totalement dénuées
de risque thromboembolique et artériel, c'est-à-dire que c'est la contraception idéale chez toute femme qui a des facteurs de risque de thrombose veineuse ou artérielle. Et donc ça, c'est pour toutes les contraceptions micro-progestatives. On peut la donner après, lors de l'allaitement. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que pendant cette période de l'allaitement, bien sûr, il y a le passage des hormones dans le lait, et là, il n'y a pas d'œstrogène, et les études ont montré que ça n'avait pas du tout d'effet sur le développement de l'enfant. Mais surtout, ce qui est important, c'est que là, nous n'avons pas de risque thromboembolique, parce que vous savez que depuis une publication du New England il y a quelques années, eh bien, on considère qu'une femme est à risque de thrombose après un accouchement pendant près de 3 mois après l'accouchement, avec donc quand on ne doit plus utiliser les œstroprogestatifs comme contraception du postpartum, non pas à cause du lait, mais à cause du risque thromboembolique. Donc c'est une contraception par définition bien adaptée à cette période. Et puis si on regarde les autres avantages, eh bien l'avantage aussi de cette contraception, c'est que lorsqu'il existe des signes d'intolérance aux œstrogènes, qu'on connaît tous pendant la contraception, les mastodinies, les gonflements. Alors il y a eu, eh bien, quand on passe à cette contraception micro-progestative, eh bien, on voit qu'une femme qui se plaignait de l'un de ces troubles sous œstroprogestatif, quand on lui donne un micro-progestatif, la sensibilité disparaît, la sensibilité des seins disparaissent, les nausées disparaissent, l'œdème disparaît, et surtout les migraines disparaissent, puisqu'on considère aujourd'hui que ces micro-progestatifs sont particulièrement adaptés chez les femmes migraineuses, et en particulier chez les femmes qui ont des migraines avec aura. Donc, premier avantage, se passer des inconvénients des œstrogènes et des risques des œstrogènes. Alors, quelle différence entre l'ancienne génération et la nouvelle génération? Eh bien, il y en a deux. La première différence, c'est l'indice de Pearl, c'est-à-dire que le fait qu'on bloque l'ovulation, eh bien, rend, voilà l'indice de Pearl avec l'ancienne génération, voilà l'indice de Pearl avec cette nouvelle génération de contraception micro-progestative, et voilà l'indice de Pearl des œstroprogestatifs. Donc on a un indice de Pearl qui rejoint l'indice de Pearl des œstroprogestatifs, et c'est ce qui fait sa différence majeure avec l'ancienne génération. Alors, pourquoi? Alors là, il y a une faute, je ne l'avais pas vue, je l'ai relu dans l'avion, j'ai eu le temps. En fait, la différence d'efficacité entre ces produits n'est pas liée à la demi-vie du progestatif, elle est liée à l'effet anti-gonadotrope de cette contraception au désogestrel, donc sa capacité à inhiber l'ovulation, ce qui fait que ça lui donne une puissance contraceptive beaucoup plus importante. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi est-ce qu'on a pu obtenir un progestatif qui était plus puissant? C'est tout simplement parce qu'on a augmenté les doses et la puissance du progestatif. Alors vous allez me dire pourquoi on ne l'avait pas fait avant? Eh bien, on ne l'a pas fait avant parce que le progestatif était androgénique. Et donc, si on augmentait la dose, on augmentait les inconvénients androgéniques du progestatif de deuxième génération. Et en utilisant un progestatif de troisième génération comme contraception micro-progestative pure, on a pu augmenter la dose sans avoir les inconvénients androgéniques des progestatifs habituels. Alors j'ai noté quand même beaucoup d'avantages, une efficacité contraceptive, une action prolongée, une flexibilité de prise, une meilleure tolérance, la possibilité de prescription chez la femme qui allaite, vous aviez commencé par cela. Alors à travers toutes ces études que vous nous rapportez, il semble qu'il n'y ait plus de place aujourd'hui pour l'ancienne contraception. Ça c'est sûr. Ça c'est ma première remarque. Ensuite, cette nouvelle contraception semble être idéale, on a l'impression que c'est la panacée. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même quelques désavantages ou quelques inconvénients ? Je me fais l'avocat du diable. Alors, ce n'est pas du tout la contraception idéale pour tout le monde. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, on a vu quelles sont ses propriétés, ses avantages. Son inconvénient, comme toutes les contraceptions progestatives, micro-progestatives, c'est qu'il faut la prendre en continu. Alors, je voudrais revenir sur le mécanisme des règles. Qu'est-ce que les règles? Les règles, c'est l'élimination de la couche superficielle de l'endomètre tous les mois pour obtenir un endomètre qui va accueillir un œuf fécondé. Ça s'appelle les règles. Sous œstroprogestatif, les contraceptions, il n'y a pas de prolifération endométriale,
Il y a donc des règles qui sont juste liées, qui ne sont pas des règles, qui sont ce qu'on appelle des hémorragies de privation, sans élimination d'endomètre. Donc ce ne sont pas des règles au sens propre du terme. Et puis, si on prend un progestatif en continu, eh bien vous allez dire il n'y a plus d'hémorragie de privation, donc il y a une aménorrhée. Eh bien pas du tout, parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que en fait, la progestérone et les progestatifs préparent l'endomètre et les vaisseaux à la privation hormonale en modifiant la vascularisation endométriale, c'est-à-dire que la progestérone associée aux œstrogènes entraîne une prolifération vasculaire, une fragilisation vasculaire et une vasodilatation. Et quand vous prenez un progestatif en continu, vous n'avez plus l'hémorragie de privation, mais chacun sait que quand on prend un progestatif en continu, on peut avoir des saignements. C'est lié à la persistance de l'effet de préparation de l'hémorragie des règles qui persiste et qui rend une fragilité endométriale. Et c'est pour ça qu'il existe, c'est un terme que j'ai inventé, 2 atrophies endométriales. L'atrophie de la ménopause avec absence d'œstrogène, et à l'hystéroscopie, c'est ce qu'on appelle l'atrophie blanche, alors que quand vous avez une atrophie avec des œstrogènes et un progestatif en continu, vous avez les phénomènes vasculaires qui donnent ce qu'on appelle une atrophie rouge et qui est susceptible de saigner. Alors, qu'en est-il ? Eh bien, on voit que ce problème des saignements, qui ne touche, Dieu merci, pas toutes les femmes, eh bien, va en s'améliorant avec le temps. Donc, quand on regarde le temps 1-4 mois versus le temps 9-12 mois, eh bien, on voit que le nombre d'aménorrhées totales augmente, le nombre de spotting, de saignements qui se limitent à des spottings augmente, et le nombre de saignements, les vrais, diminue. Donc, ce qu'il faut savoir, et jusqu'à présent, on n'a pas réussi à s'en sortir, c'est que toute prise de progestatif est susceptible d'entraîner des saignements inopinés et qu'il faut en prévenir les femmes. Alors, ce ne sont pas des règles, ce sont des saignements, ce qui, sur le plan sémantique et religieux, n'a probablement pas du tout la même signification. Et donc, il faut prévenir les femmes que petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre et que quand on compare le microprogestatif au lévonorgestrel à celui au désogestrel, eh bien, l'amélioration sous désogestrel est plus importante qu'avec le microprogestatif. Donc ça veut dire que cette contraception a des indications indiscutables et incontournables, mais n'est pas la contraception de tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne supportent pas ces saignements et donc qui ne les acceptent que quand elles n'ont pas d'autre choix à prendre. Donc c'est une contraception des femmes à risque vasculaire. C'est ce qui représente au moins 20 à 30% du marché. Et c'est la contraception du postpartum, c'est la contraception de l'intolérance aux œstrogènes, mais ça n'est pas la contraception pour tout le monde. Par ailleurs, ces progestatifs ont un autre inconvénient, c'est que les anciens progestatifs étaient androgéniques par eux-mêmes. Donc, il y avait quelques manifestations d'acné, de pousse de poils, etc. Et la grande surprise, c'est que quand on donne aussi des progestatifs non androgéniques, ce qui est le désogestrel, on a certes moins de manifestations acnéiques qu'avec le lévonorgestrel, mais on en a encore un petit peu chez les femmes prédisposées. Quel en est le mécanisme ? Le mécanisme, c'est que les microprogestatifs diminuent la sécrétion d'œstrogènes. Par là même, ils diminuent la synthèse de la protéine porteuse de la testostérone, qui s'appelle la SHBG, et donc ils libèrent un peu la testostérone libre. Donc, il faut prévenir les femmes, uniquement celles qui sont prédisposées à cela, qu'on peut avoir quelques manifestations d'acné ou de pousse de poils, comme avec toutes les contraceptions progestatives. D'accord. Une question, si vous le permettez. Quelles sont les différentes situations cliniques pour lesquelles on propose ce type de contraception ? Ah ben voilà un schéma qui va tout résumer. Ça, c'est un schéma que j'ai... Alors, premièrement, on donne cette contraception chez les femmes chez qui on ne veut pas donner une
dose d'œstrogène pharmacologique. Donc les femmes qui sont en insuffisance veineuse, qui ont des gonflements, qui ont des maladies de système comme les lupus, qui ont des fibromes qui saignent sous œstrogène. Les femmes sous endométriose, on ne les donne que... Enfin, ce n'est pas une indication majeure. Le postpartum, l'allaitement et les migraines. Donc, quand on ne veut pas d'œstrogène ou quand les œstrogènes sont mal tolérés, on utilise cette contraception. Quand on veut diminuer, cette fois, non seulement on ne veut pas apporter d'œstrogène, mais qu'on veut diminuer l'apport, la sécrétion endogène d'œstrogène, là, on utilise une contraception macroprogestative, qu'on appelle, en France, ça s'appelle par exemple l'uténil, c'est-à-dire qu'on baisse le taux des œstrogènes. Donc là, c'est une deuxième famille, ça n'est pas la nôtre, là, celle dont on parle aujourd'hui, qui baisse la sécrétion endogène d'œstrogène. Le troisième point, c'est qu'on veut éviter l'effet de premier passage hépatique des œstrogènes, donc les risques thromboemboliques, l'hypertension artérielle, l'hyperlipémie, le diabète, les thromboses veineuses et artérielles, avec l'âge et avec le tabagisme. Donc là, on est en plein dans le champ préférentiel des microprogestatifs. Et puis, il y a un dernier trouble qui est que cette contraception évite les fluctuations hormonales et donc les anomalies qui sont liées au changement d'imprégnation œstrogénique. Et il y en a deux, les migraines et les dysphories prémenstruelles, c'est-à-dire les femmes qui ont des syndromes prémenstruels ou des dépressions prémenstruelles qui sont liées à la chute des œstrogènes. Donc quand vous donnez cette contraception, vous lissez l'apport en œstrogène. Donc avec ça, vous avez toutes les indications de cette contraception. Donc je le répète, ça n'est pas la contraception pour tout le monde, mais c'est une contraception qui va vous changer la vie. Parce que finalement, vous aviez déjà ce type de contraception, mais avec un gros risque de grossesse lié à l'observance. Avec pas mal d'avantages, on l'a vu. Allez, une dernière question avant de donner la parole à la salle, si vous le permettez. Est-ce que vous pourriez nous toucher 2 mots de l'autre nouveauté à notre disposition? Alors, je me suis laissé dire que vous aviez une nouvelle nouveauté, mais là que vous connaissez déjà. C'est une pilule qui contient de la drospirénone et de l'éthénylestradiol, qui en France s'appelle Jasmine. Ici, c'est l'élanite. L'élanite, voilà. Donc, cette contraception a l'originalité d'avoir un progestatif qui est dérivé d'un antiminéralocorticoïde qui s'appelle la spironolactone, ce qui lui donne des caractéristiques d'utilisation un peu particulières, donc qui augmente moins la pression artérielle, augmente moins le cholestérol et a un petit effet diurétique que l'on peut voir. Donc ici, c'est le poids. Quand vous comparez une contraception au lévonorgestrel ici et une contraception à la drospirénone, vous avez une perte d'eau qui fait que les femmes se sentent moins gonflées. Vous avez une petite baisse de la tension artérielle, donc ce n'est pas une pilule à donner aux femmes hypertendues, c'est une pilule à donner aux femmes dont la tension artérielle est un tout petit peu supérieure à la moyenne. Et puis le dernier point, c'est que ça a un effet œstrogénique au niveau du foie sans effet androgénique qui se manifeste principalement au niveau du HDL, cholestérol. Vous connaissez cette contraception, je crois que c'est juste une nouvelle marque qui est à votre disposition. Je vous remercie. Merci, docteur Christian Jamin. Merci beaucoup. On va voir s'il y a des questions dans la salle tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions? On a des charmantes hôtesses là avec des micros. Y a-t-il une question pour le docteur Christian Jamin? Écoutez, ça paraissait clair comme de l'eau de roche. Encore une fois, je vous demande de l'applaudir très fort parce que Tuniser lui a joué des tours. Merci beaucoup. Il débarque directement d'avion. Et je vous rappelle la soirée caritative de ce soir, organisée par la STGO au profit de l'association Amal pour les violences faites aux femmes. Donc soyez nombreux ce soir à assister au concert de l'Orchestre symphonique de Carthage. Un très beau spectacle, un très beau concert qui vous sera donc proposé ce soir. Merci à tous.